Nous sommes le vendredi 21 octobre 2016 à Yaoundé, la capitale du Cameroun. La saison des pluies bat son plein. La route nationale 3, qui relie Yaoundé, la capitale politique, à Douala, la capitale économique, a cédé dans la matinée. Et des centaines de voyageurs se retrouvent bloqués, coupés de la côte. À la gare de Yaoundé, la foule s'amasse. Le train Intercity 152, opéré par Camrail, doit partir à 10h30. Camrail, c'est la fierté du rail camerounais, mais aussi une société sous concession française. 77% de son capital appartiennent au groupe Bolloré Logistique et Transport, géant des ports et des chemins de fer africains, et le reste, à peine 13,5% appartiennent à l'État camerounais. Ce jour-là, la demande est telle que Camrail décide d'ajouter 8 voitures supplémentaires. Le train, habituellement composé de 9 wagons, en comptera 16, plus un fourgon à bagages. Donc près de 1300 passagers montent à bord. Certaines s'assoient, d'autres restent debout, serrées contre les parois, dans les couloirs et les interconnexions. Le départ est repoussé d'une heure, et donc à 11h30, le convoi s'ébranle enfin. Le train 152 quitte donc la capitale et s'enfonce dans la forêt équatoriale. La rame est composée de wagons anciens, des années 80, et des voitures chinoises CSR Nanjing Plus 1, acquises 3 ans plus tôt. Mais plusieurs d'entre elles présentent déjà des défauts de freinage et d'entretien. Et ça, le conducteur le sait, parce que le matin même, il a signalé des freins usés, un système rhéostatique défectueux, et sa hiérarchie, malgré ses avertissements, lui donnera un bulletin d'ordre signé à 11h09, l'autorisant à rouler malgré tout. Au bout de 50 minutes, un grand coup de frein secoue la rame, une odeur de brûlé se propage dans les wagons, certains crient, d'autres se lèvent, puis le calme revient et le train continue. Il faut savoir que l'une des portions les plus dangereuses de tout ce trajet se situe entre deux villes, celle de Makak et forcément Ezeka. Car il s'agit d'une descente continue de 38 km où la vitesse est limitée à 40 km/h. Mais ce vendredi, la locomotive roule à 80, parfois 90 km/h, selon certains témoignages. Le paysage défile à une allure anormale. Le train traverse un grand viaduc, puis un tunnel, avant de déboucher sur la vallée d'Ezeka. Devant, la gare approche. Normalement, le conducteur devrait réduire la vitesse pour ceux qui connaissent le trajet, mais la locomotive ne répond plus. Les freins semblent avoir lâché et la vitesse augmente. Un cri, un virage. La locomotive bascule, les wagons se détachent en chaîne, 4 plongent dans un ravin marécageux et les autres se couchent. Lorsqu'un train déraille, on ne réalise pas du tout de suite ce qui se passe, mais c'est d'une violence inouïe. Les vitres explosent, les sièges s'arrachent, les passagers volent. En deuxième classe, où beaucoup étaient debout par manque de place assise, ces passagers-là sont les premiers projetés. En première, où chacun avait un siège, les gens sont un peu plus épargnés, mais il y a quand même beaucoup de blessés. Sur place, les habitants d'Ezeka sont les premiers à réagir. Ils descendent dans les ravins, sortent les blessés, transportent les corps à main nue. Ils improvisent des brancards avec des branches, ils portent les victimes jusqu'à la route, ils utilisent leurs propres véhicules. À l'hôpital du district, 60 lits dont plusieurs sont inutilisables. Il y a des blessés partout, dans les couloirs, sur des tables d'examen. On opère sans gants, parfois sans anesthésie. Les pharmacies sont vides. Les cas les plus graves, les amputés, les gens écrasés et les brûlés, sont évacués vers Douala et Yaoundé, souvent dans des véhicules privés. Le soir tombe et la pluie reprend. Certains blessés sont évacués vers Douala et Yaoundé, tandis que d'autres meurent sur place. Le premier communiqué officiel parle de 60 morts, puis de 79 et 551 blessés. Mais sur le terrain, journalistes et habitants parlent de plus de 100 morts. À Yaoundé, la CRTV diffuse une interview préenregistrée du ministre des Transports à l'époque, M. Edgar Alain Memengo, qui déclare « Au niveau du ministère des Transports, la capacité a été significativement renforcée. J'ai prescrit à Camrail d'augmenter la capacité du train.
Et le soir même, arrivé à Ezeka en hélicoptère, ce dernier déclare: Camrail a décidé en interne d'augmenter la capacité du train et le risque zéro n'existe pas. La colère commence à monter. Le président Paul Biya, en déplacement en Suisse, ne rentre que 3 jours plus tard. Il décrète une journée de deuil national le 24 octobre 2016. Cet après-midi même, les premières confessions du ministre, disons-le comme ça, avant un retour ici sur le plateau, pour les premières mises en perspective, comme j'indiquais tout à l'heure. Et du drame du déraillement, sans commencer par le commencement. Et le commencement, c'est quoi? Le commencement, c'est que aux premières heures de la matinée d'hier, la route s'est effondrée au point kilométrique 68 de l'axe Yaoundé-Douala, interrompant définitivement la circulation. Il faut que dans le même temps que les activités au Cameroun ne s'arrêtent pas. Camrail, pour ce qui la concerne, a décidé d'ajouter 8 voitures au train habituel pour augmenter la capacité d'emport. Camrail prend cette décision en interne et compte tenu de leurs contraintes techniques. Là aussi, ce n'est pas le ministre qui prend la décision. Le ministre donne une orientation générale et chacune des compagnies prend des décisions opérationnelles qui sont conformes et qui respectent leurs normes techniques. Je vous redis que d'abord, cette décision a été prise par les responsables de Camrail. Bon, vous savez, pour moi, qui suis le ministre des Transports, représentant du gouvernement, je n'ai pu que me féliciter de cette décision parce que je pars du principe que s'ils augmentent le nombre de wagons, c'est parfaitement compatible à leurs contraintes techniques. Moi, je ne suis pas un technicien. Et je m'en félicite parce que ça permet, n'est-ce pas, de faire en sorte que tous ceux qui devaient prendre la route puissent trouver une solution alternative. Vous comprenez? Bon, donc, et puis, il n'est pas nécessairement déjà dit, au stade où nous en sommes, que c'est le fait d'avoir ajouté les wagons qui est à l'origine du déraillement. Ce qui s'est passé, c'est que avant 8 heures du matin, je l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle d'un déraillement était déjà en circulation, y compris dans les réseaux sociaux. Et pour soutenir cette information, pour lui donner un caractère de vraisemblance, il y a une image qui était associée, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, et qui a finalement été identifiée comme les images du déraillement qui avait eu lieu en août 2009. Donc, à ce stade, nous sommes dans la désinformation et l'intoxication. Il n'y a pas de déraillement. Et c'est précisément les responsables de Camrail qui insistent pour que, comme je devais intervenir au journal à 13 heures, que je puisse démentir cette information. Ce que je fais. Je suis appelé dans le courant du journal de 13 heures. Je rends compte des mesures prises au niveau du ministère des Transports pour assurer la mobilité, la fluidité des personnes et des biens. Et je saisis l'occasion pour démentir l'information relative à un éventuel déraillement du train. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la même heure, c'est-à-dire à 13h00, le déraillement se produit effectivement à Ezeka. Donc pendant que moi je suis aux antennes pour démentir des informations qui circulent depuis avant 8 heures du matin, coïncidence malheureuse ou fortuite, le véritable déraillement se produit à 13 heures. Mais ces deux déclarations et ce mensonge d'État diffusé à la télé interpellent les gens. Ce qui s'est passé ce jour-là relève de la divinité car pendant que le ministre des Transports, M. Edgar Alain Memengo, déclarait à la CRTV qu'il y avait une fake news qui circulait concernant le déraillement d'un train, le train d'Ezeka était effectivement en train de dérailler. Il n'avait pas tout à fait tort, car sur les réseaux sociaux ce jour-là, circulaient des vidéos d'un déraillement qui avait déjà eu lieu en 2009 auparavant.
C'est donc le 25 octobre, dans ce brouillard total et dans la confusion, qu'une création d'une commission d'enquête est lancée, dirigée à l'époque par le Premier ministre, M. Philemon Yang. Cette enquête débute avec des collectifs de victimes qui déposent plainte contre Camrail et Bolloré Railways. Des avocats camerounais, britanniques et français s'unissent. Et pendant ce temps, des documents commencent à fuiter. Des documents mentionnant de la surcharge autorisée malgré les risques, des wagons chinois défectueux, des freins non entretenus. Et c'est ainsi que le 23 mai 2017, le verdict présidentiel est sans appel. Camrail est responsable. Et si vous suivez, vous me direz, mais le ministère a ordonné l'ajout de ces 9 wagons additionnels, et donc la surcharge est en partie causée par cet ajout, donc normalement l'État est aussi responsable. Mais ici, c'est le Cameroun. Cette décision a été prise par les responsables de Camrail. Il est important de le dire, l'État s'engagera à verser 1,5 million de francs CFA par famille afin de les aider à organiser des funérailles dignes de ce nom pour leurs défunts. Dans les jours suivants, la presse désigne Bolloré comme le principal responsable moral. Mais la réalité est plus complexe, car si Bolloré détenait 77% de Camrail, il ne décidait pas des mouvements du train, et le commanditaire ce jour-là était l'État camerounais. Et la communication française a servi volontairement ou non à discréditer un groupe privé, tout en épargnant le pouvoir politique qui avait pris des décisions lourdes de conséquences ce jour-là. Sur le terrain, les victimes attendent, les indemnisations sont minimes et les procédures traînent. La justice reconnaît Camrail coupable, mais pas les hautes autorités. Et c'est ainsi qu'en 2018, le tribunal des ECA condamne Camrail à 500 000 francs CFA, soit 762 €. 11 employés reconnus coupables d'homicide involontaire, dont le conducteur qui était en fuite. Le directeur général belge prend 6 mois avec sursis et les victimes, elles, reçoivent 76 000 € à se partager. Un procès dérisoire pour une tragédie nationale. 7 ans après l'accident, le paysage a beaucoup changé. Nous sommes maintenant en 2023. Le groupe Bolloré Transport et Logistique a été vendu à CMA-CGM pour la somme de 5 milliards d'euros. Officiellement, c'est une stratégie de recentrage. Bolloré quitte les ports et les rails pour se recentrer sur les médias et sur la mobilité électrique. Mais cette vente intervient après des années de tensions en Afrique, d'enquêtes pour corruption et de critiques sur son hégémonie économique. Du Togo à la Guinée, du Bénin au Cameroun, les États africains contestaient le monopole de Bolloré, l'image du groupe était ternie et l'accident des ECA, sans être la cause directe, en symbolisait la logique, celle du pouvoir industriel étranger, sans contrepoids, au cœur de nos infrastructures. Bolloré est parti, CMA-CGM a repris les rails, les ports et les entrepôts, mais pour les victimes du drame des ECA, rien n'a changé, juste de nouveaux logos sur les mêmes wagons. Et aujourd'hui, M. Edgar Alain Mebengo n'est plus libre. Condamné à 30 ans de prison par le tribunal criminel spécial pour détournement de fonds publics, corruption et blanchiment aggravé, il est devenu le visage d'un système qui se dévore lui-même. Son épouse, Bernadette Minlankoulou, a écopé de 5 ans de prison pour complicité. Les rails rouillent et une stèle de souvenirs s'élève désormais à Ezeka, mais aucun souvenir, aucune œuvre, aucun documentaire n'a encore donné à cette tragédie la place qui, selon moi, elle mérite. Mais le Cameroun continue à avancer. Et parce que le Cameroun, ce pays que j'aime, mon pays, est devenu expert dans l'art de souffrir en silence. J'ai écrit cette vidéo parce que quelqu'un que je connaissais est mort dans ce train, comme beaucoup d'autres personnes, et parce que des tragédies d'une horreur absolue sont devenues notre quotidien. Elles se répètent dans l'indifférence la plus totale. Et grâce à la petite liberté que nous offrent ces réseaux sociaux, j'ai envie de participer à raconter ces histoires, raconter ces tragédies et de ne plus laisser l'extérieur, d'autres médias parler de ces histoires, surtout sur YouTube, parce que beaucoup de médias locaux en avaient parlé, il y a eu beaucoup de couverture médiatique. Mais vraiment, pour moi, YouTube, c'est un endroit spécial.
parce que j'aime l'information condensée et bien narrée. J'aime pouvoir écouter ces vidéos et pouvoir savoir ce qui se passe. Et je trouvais que ça manquait. Ezeka n'avait pas de vidéo dédiée à cette journée fatidique. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. C'était l'histoire du train qui n'arrivera jamais. C'était l'histoire du train d'Ezeka.